c'est un plaisir de nous retrouver ce soir autour de ce webinaire intitulé les forces et les faiblesses, les opportunités et les menaces du secteur agricole en République démocratique du Congo. Donc, c'est la continuité des webinaires dans le cadre du marché agricole Bilanga Yabetu, le Magritte BYB ou BIB. Il s'est tenu en présentiel du 19 au 25 juillet dernier. Et toute cette semaine est consacrée à la version ou au format en ligne virtuel. Donc, nous avons eu des partages, des échanges, des discussions très intéressantes et vraiment le Maghreb, on peut l'affirmer sans hésiter que c'est un marché de l'intelligence agricole. Au vu du partage, au vu de toutes ces idées qui foisonnent autour de ce projet. Donc, ce soir, nous avons 4 intervenants. Nous avons, à partir de Tel Aviv en Israël, M. Uri Goldman, que nous avons eu le grand plaisir d'écouter hier sur la technologie et le numérique dans l'agriculture. Nous aurons Patrick Uri Goldman est en Israël, à Tel Aviv. Donc, c'est un agriculteur israélien qui connaît la RDC, qui a vécu dans le Kasaï, dans le Kasaï oriental, le Katanga, Kinshasa. Donc, c'est à ce titre que nous le faisons intervenir parce qu'il a une expérience congolaise. Et donc, il va nous en dire plus sur son expérience, bien sûr, dans le kibbutz en Israël. Nous avons comme autre intervenant Patrick Moulumba. Patrick Moulumba qui représente un partenaire Logix. Logix est dans la formation, dans l'assistance technique, dans la commercialisation, la distribution des intrants. Donc, Patrick Moulumba n'est pas avec nous ce soir, mais nous allons projeter une partie de sa vidéo. Nous avons Maître Timothée Moukeng qui est membre de Bilanga Yabetu. C'est un avocat, mais voilà, qui dédié à l'agriculture, à la pratique agricole. C'est un des cofondateurs de Bilanga Yabetu. Donc, c'est aussi un homme de terrain qui va livrer son opinion sur le sujet. Et enfin, le professeur Roger Kizungu, qui est le directeur scientifique de l'INERA, l'Institut national des études et de recherche agricole. Le professeur Kizungu est un habitué, un familier des webinaires Magritte BYB ou de Bilanga Yabetu. Le professeur Kizungu non plus n'est pas avec nous. Il nous a envoyé sa vidéo. Par contre, la vidéo du professeur Kizungu sera en ligne. Vous pourrez la suivre directement sur les réseaux sociaux du Magritte BYB. Et ce soir, Uri Goldman, qui est présent, a préféré intervenir, ce qui est une bonne chose. Donc, ça va faciliter des interactions. Harry, si tu veux bien, on peut commencer avec la projection de la courte vidéo de Maître Timothée. Et les courtes, on va prendre celle de Patrick Moulumba par la suite. Et enfin, Uri Goldman va intervenir directement voilà, de vive voix. Donc, j'espère, Harry, que tu m'entends. J'espère que tu m'entends et donc on peut passer au partage d'écran avec la vidéo. C'est particulièrement du secteur de l'agriculture familiale. Le secteur agricole en RDC fut dans l'angle de l'agriculture familiale, présente également un certain nombre de défis que nous avons estimé vouloir relever dans le cadre de la plateforme Bilanga Yabetu. En effet, à contrario du potentiel, déjà les rapports de la CNUSED attestent aujourd'hui que 70 à 80% de la production alimentaire qui nourrit les grandes villes en Afrique provient des petits agriculteurs.
des petits agriculteurs de la filière agriculture familiale. Et donc nous avons estimé que Bilanga Yabetu aujourd'hui voulait en fait rentrer dans ce défi. Le sous-secteur, si on peut l'appeler ainsi, le sous-secteur agriculture familiale, d'abord est un secteur qui n'est pas légiféré, est un secteur qui est sous-réglementé, est un secteur qui est sous-financé, est un secteur aujourd'hui qui est sous-structuré, en sorte que l'agriculteur, le petit agriculteur, le petit exploitant agricole, aujourd'hui, n'a pas droit à une réglementation spécifique. Le petit agriculteur aujourd'hui, le petit exploitant agricole n'est pas encadré suffisamment, encore moins l'accès aux mécanismes de financement. Et donc le marché agricole qui est une émanation de la plateforme Bilanga Yabetu a voulu d'abord sensibiliser, a voulu mobiliser, a voulu dynamiser en fait cette filière familiale, de l'agriculture familiale, ce chaînon important des petits exploitants agricoles. Donc, et nous estimons, à contrario des faiblesses, les opportunités sont énormes pour l'agriculture familiale. Pour un pays à caractère pratiquement rural, à 60 à 75%, dynamiser l'agriculture familiale, dynamiser le modèle d'agriculture familiale devient aujourd'hui important pour diverses raisons. Au-delà d'abord par rapport à la question de l'autosuffisance alimentaire. Il est temps, estimons-nous, de matcher les modèles économiques, de matcher les modèles agricoles. On a misé sur les productions sur de la monoculture à grande échelle. Mais il est temps aujourd'hui de ramener, d'organiser ce chaînon, ces petits exploitants agricoles. Aujourd'hui, il est important de leur donner un cadre juridique. Il est important, par exemple, que tout Congolais, chez nous à Bilanga Yabetu, nous disons 80 millions de Congolais, sur 80 millions d'hectares, donnons la possibilité à chaque Congolais d'avoir un hectare, d'être sur un hectare bien suivi. Donc il faut un accompagnement juridique. Nous parlons du statut de l'exploitant agricole. Aujourd'hui, l'exploitant agricole n'a pas de statut juridique. Aujourd'hui, ce statut juridique peut lui garantir son capital, peut lui garantir une meilleure sécurisation foncière. Nous estimons que le statut juridique, un statut officiel, formel d'exploitant agricole, est un des éléments de la sécurisation foncière. Nous estimons aujourd'hui qu'au-delà, le statut juridique peut lui permettre un meilleur accès. Le statut juridique peut permettre aujourd'hui un meilleur regroupement de 3, 4, 5, 6 producteurs pour aller vers la transformation, pour aller vers l'acquisition à travers des modèles de crédit bail ou d'autres modèles, de l'acquisition d'intrants, de l'acquisition des moyens de production qui peut aujourd'hui être le ferment, la base des micro-entreprises. Donc nous estimons que le secteur agricole, dans son sous-secteur de l'agriculture familiale, est un secteur éminemment porteur. Et le marché agricole, Bilanga Yabetu veut insister. En fait, nous voulons simplement dire, Bilanga Yabetu veut insister et dire aujourd'hui aux professionnels, qu'ils peuvent investir dans l'agriculture. Nous voulons aujourd'hui que les entreprises, dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises, intègrent l'aspect de l'agriculture familiale. Il y a beaucoup à faire et c'est un terreau fertile où les résultats sont propices. Voilà ce que je pouvais dire à ce stade des opportunités du secteur agricole dans le cadre du sous-secteur de l'agriculture familiale. Merci Harry Bena. Donc, on peut passer à la vidéo de Patrick Moulumba de Logique. De Maître Timothée Moukeng qui évoque des aspects juridiques décisifs en faveur de l'agriculture familiale des petits exploitants. Merci, nous y sommes. Bonjour à tous, je suis Patrick Moulumba, président du groupe Logix Africa SAS.
Nous sommes une compagnie principalement d'investissement dans les secteurs agricoles. Harry, il y a un problème, on a perdu la vidéo. Harry Ben, est-ce on peut reprendre la projection de la vidéo? Nous sommes une compagnie principalement d'investissement dans les secteurs agricoles. Merci beaucoup. Notamment dans la production agricole, la transformation agricole par notre minoterie, la distribution des intrants agricoles et la formation des entrepreneurs agricoles. Nous sommes installés en République démocratique du Congo depuis 2018 et en affaires un peu partout en Afrique depuis 2015. Je voudrais remercier Bilanga Beitou pour l'invitation à ces webinaires et pour l'organisation du marché agricole que je pense est un moyen important de pouvoir donner une visibilité aux producteurs agricoles, aux producteurs des intrants agricoles, aux consommateurs, aux distributeurs dans l'écosystème agribusiness de la RDC. Ce genre d'initiative nous permet de non seulement trouver les opportunités de s'approvisionner localement pour des détaillants ou des distributeurs grossistes, mais aussi l'opportunité d'échanger entre différents opérateurs du secteur agricole en RDC. Pour le but de ce webinaire, je dois parler des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces dans le secteur agricole ou disons agro-industriel de la RDC. En commençant par les forces, la chose la plus répétée en RDC, c'est le fait que nous avons plus de 80 millions d'hectares de terres arables, 40 millions de terres irrigables. Donc, disons que en termes d'exploitation agricole de production, nous avons un minimum de 120 millions d'hectares qui sont disponibles aux Congolais pour l'exploitation agricole. C'est une richesse d'avoir les terres. C'est une force que nous avons d'avoir des terres qui sont quand même assez, la composition du sol est assez propice à l'agriculture. La deuxième force que je peux identifier, c'est la jeunesse. 65% de notre population a 25 ans et moins. Ça veut dire qu'au niveau de la main-d'œuvre agricole, au niveau de l'innovation entrepreneuriale, nous avons la capacité d'assurer une pérennité de l'exploitation de notre secteur agricole. La troisième force, je pense, qui est importante au niveau du développement socio-économique, c'est la population. Donc, nous avons une population de 100 millions, estimée à 100 millions présentement, et on estime que d'ici 2050, nous serons à 210 millions. Ça veut dire que la population consommatrice est disponible pour les entrepreneurs qui vont s'élancer dans le secteur agricole et agro-industriel. Le fait d'avoir une forte population nous permet au fait de développer des entreprises agricoles internes qui ont des chiffres d'affaires importants, mais aussi de pouvoir écouler la majorité de la production agricole de notre pays. Ok, au niveau des faiblesses, maintenant les faiblesses pour notre secteur agricole, il y en a beaucoup. Je veux commencer simplement du haut vers le bas. Donc, ça veut dire on va commencer avec le gouvernement, la stratégie gouvernementale au niveau de l'agriculture. Je pense que non seulement il n'y a pas une stratégie agricole de développement sur du long terme dans notre pays, mais même dans le mode de fonctionnement du gouvernement, on pouvait voir qu'il y a un certain manque de stratégie ou de cohérence dans l'initiative du développement agricole. Et le développement agricole et le développement agro-industriel, c'est vraiment le socle même. C'est ça la fondation du développement d'un pays. Donc, dans l'histoire de l'humanité, il y a très peu, alors très peu de pays qui se sont développés sans d'abord développer leur agriculture.
produire localement, transformer localement, consommer localement, c'est ça qui est la base de développement économique d'un pays. Maintenant, à notre gouvernement, je pense qu'il y a la volonté, un certain niveau de volonté politique, mais il n'y a pas le pragmatisme dans l'implémentation de cette volonté-là. Je vous donne un exemple simple. Quand je parle de manque de stratégie, nous avons le ministère de l'Agriculture nationale, nous avons le ministère de Pêche et Élevage et nous avons le ministère du Développement rural. Maintenant, n'importe qui sait que 70% de la population congolaise pratique l'agriculture de subsistance qui inclut la pêche et l'élevage en milieu rural. 70% de la population est en milieu rural. Donc, ça veut dire que pour développer les milieux ruraux, il faut développer l'agriculture, la pêche et l'élevage en commençant à la base, en commençant avec la formalisation du métier même d'agriculteur, l'accompagnement des agriculteurs, des paysans agriculteurs actuels et la facilitation pour l'évacuation de leurs produits agricoles. Mais nous avons trois ministères en entier qui gèrent séparément ces trois choses. Donc, normalement, le pragmatisme nous dirait que le ministère de l'Agriculture devrait comprendre le ministère de l'Agriculture, Pêche, Élevage et Développement rural. C'est normal qu'une stratégie pour le développement économique au niveau rural doit passer obligatoirement par le développement de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. Donc, séparer en trois, morceler en trois ce ministère fait que il y a une difficulté au niveau de l'implémentation stratégique d'un plan de développement. Ça, c'est une grande faiblesse. Je pense qu'on a besoin de mettre sur pied un plan stratégique de développement rural et de développement agricole qui soit sur 30 ans ou 50 ans, qui va être, je peux dire, la feuille de route pour toutes les administrations qui viendront après, qui devront suivre les différents milestones, les différents indices de performance selon un plan stratégique qui vise à amener le pays à un certain niveau. Une deuxième faiblesse que je dirais, c'est le manque de structuration du secteur foncier. Donc, présentement, on n'a pas de cadastre agricole. Donc, c'est vraiment très compliqué d'acheter des terrains et d'avoir accès à des terrains d'une manière efficace et d'identifier les zones de production agricole et limiter les gens à la production agricole dans ces zones. Une autre faiblesse, ça serait, j'avais mentionné tantôt, le manque de formation pour les agriculteurs existants, mais aussi le fait, par exemple, que la faculté d'agronomie de l'UNIKIN, la faculté d'économie de l'UNIKIN, ensemble n'ont jamais, à ce jour, produit intentionnellement un seul entrepreneur agricole. Le système éducatif donc devrait être conformé aux besoins du secteur agricole ou bien aux besoins du pays. Et si l'agriculture est la priorité de priorité, nous devrions être capables de voir l'implémentation de cette priorité dès l'école primaire dans le système éducatif pour préparer les jeunes à entrer dans le secteur agricole comme des entrepreneurs de toute la chaîne de valeur agricole. Et ça inclut aussi la technologie pour les jeunes qui sont plus amenés vers les applications web, les applications mobiles. L'agrotech fait partie aussi de la chaîne de valeur agricole qui vient en soutien au secteur agricole pour améliorer les rendements, améliorer la visibilité sur les différents stocks, améliorer le financement des projets agricoles ou même amener de l'assurance agricole en milieu rural. La dernière chose que je considérais comme faiblesse, c'est le fait que pour les intrants agricoles, nous sommes encore dépendants de l'extérieur du pays. C'est-à-dire que les semences sont importées, les fertilisants sont importés
les produits phytosanitaires sont importés, la technologie est importée, parfois même l'accompagnement est importé. Vous allez voir le gouvernement ou des privés qui mettent un projet sur pied et on va aller chercher des Israéliens, des Italiens et consorts pour venir nous aider avec ce projet. Mais nous devons développer l'expertise locale. Des gens comme Logix par exemple, on a l'expérience de gestion de projet, nous avons l'expérience sur le terrain, nous avons l'expérience de travailler avec les paysans et de gérer un grand nombre de paysans. Nous devons, en tant qu'administration publique, en tant que gouvernement, donner la priorité aux entrepreneurs agricoles existants, comme ma compagnie. Et ensuite, si besoin, la compagnie peut aller solliciter du renforcement de capacités à l'extérieur. Maintenant, bien qu'il y ait des faiblesses, il y a aussi, je pense que même ces faiblesses identifient les opportunités dans notre secteur agricole. Ça veut dire que c'est un secteur vierge. J'ai l'habitude de dire que le secteur agricole, au fait, est encore le seul secteur qui est à la disponibilité des Congolais. Ça veut dire que c'est le seul secteur stratégique qui reste à notre pays, que nous pouvons facilement contrôler. Donc le secteur agricole, qui est le soubassement du développement socio-économique d'un pays, est encore disponible aux Congolais. Ça veut dire, si nous décidons aujourd'hui de nous investir stratégiquement dans le secteur agricole, ce secteur peut être presque entièrement contrôlé par les Congolais, les entrepreneurs congolais, les paysans fermiers et les agro-industriels congolais. Au niveau des opportunités encore, pour les jeunes, je dirais, au niveau de la production, il y a encore un accès assez facile aux terres. Donc c'est une opportunité pour les jeunes de se lancer dans le secteur agricole. Pour les investisseurs, des personnes qui ont des moyens, il y a encore un retour sur investissement assez important dans le secteur agricole en RDC. Des retours sur investissement que vous ne pouvez pas avoir dans le secteur agricole en Europe ou en Amérique. Mais ici au Congo, nous pouvons atteindre des retours sur investissement de 50 à 200%. Nous avons parlé des formations du système éducatif comme dans les faiblesses. Donc il y a encore une opportunité aussi dans ce secteur pour pouvoir donner de l'accompagnement pointu aux gens qui veulent se lancer dans le secteur agricole. Par exemple, chez Logix, nous avons Agripreneur Academy qui a le but spécifique de former des entrepreneurs agricoles. Donc, nous n'enseignons pas à nos participants à aller planter le maïs ou le soja ou faire l'élevage de lapins directement. Nous les accompagnons, nous les formons dans la stratégie d'installation d'une entreprise agricole, dans le mode de gestion, mode de financement et leur donner des notions de base pour pouvoir comprendre et avoir une conversation avec leur agronome. Donc nous encourageons nos participants dans la création de leur entreprise agricole de se faire accompagner d'un point technique par des agronomes. Donc il y a encore une opportunité pour des investisseurs de se concentrer du côté formation technique et professionnelle dans le secteur agricole. Donc les opportunités sont nombreuses, les challenges, les faiblesses sont aussi là, mais je pense que si nous regardons, nous utilisons les opportunités pour atténuer les faiblesses que nous avons, nous pouvons utiliser les forces pour saisir ces opportunités-là que la RDC offre dans le secteur agricole. Nous finissons la liste avec les menaces. Donc, les menaces, différemment des faiblesses, les faiblesses, c'est là où nous sommes présentement, qu'est-ce que nous avons à notre disposition, qu'est-ce que nous n'avons pas à notre disposition, comment faire pour aller chercher ce que nous n'avons pas, pour renforcer notre capacité d'intervenir dans le secteur agricole. Les menaces, par contre, je pense que sont à deux niveaux. Moi, je ne pense pas que l'importation, c'est une menace au secteur agricole. Je pense que l'importation est une conséquence du fait que nous n'avons pas développé le secteur agricole.
Donc l'importation, le fait qu'on nous a envoyé des milliards et des milliards de dollars à l'étranger pour des produits bruts et des produits finis alimentaires est un symptôme du manque de développement dans notre secteur agricole. Mais ce que je pense qui est une menace, qui est grandissante, qui avance, c'est la loi agricole. En fait, la majorité des gens ne comprennent pas les résultats ou bien les buts de cette loi. Ce que cette loi va, ce que la loi est en train de traiter être traitée au Parlement, les résultats de cette loi, au fait, ça sera la facilité des investisseurs extérieurs de venir s'installer en RDC et surtout d'acquérir des terres en leur nom propre. Donc, présentement, il y a une difficulté de faire ça parce que un Congolais doit tenir la majorité des parts. Mais aussi l'accès à l'achat aux terres d'une manière légale est très compliqué. Donc cette loi va changer cela. Mais comme j'ai dit au début, au niveau des faiblesses, c'est qu'il y a un manque de stratégie globale de développement. Ce qui fait que nous avons tendance au Congo à aller chercher les solutions vers l'extérieur. Donc pour nous, le secteur agricole ne se développe pas. Ce n'est pas dire qu'on va mettre les moyens pour développer le secteur agricole en renforçant les capacités de nos gens qui sont localement, en investissant dans les secteurs agricoles et surtout au niveau des entrepreneurs privés formalisés qui sont déjà dans le secteur. Nous allons nous dire, nous avons besoin des Israéliens, nous avons besoin des Italiens, nous avons besoin des Anglais, nous avons besoin des Brésiliens. En fait, nous avons besoin de toutes les autres personnes qui viennent ici amener le développement agricole pour nous. Mais nous avons du mal à apprendre l'histoire, notre propre histoire et l'histoire de l'humanité. Et quand il y a des fonds disponibles pour le développement agricole, c'est le gouvernement lui-même qui devient producteur. Donc c'est comme un pays socialiste ou semi-communiste où c'est le gouvernement qui se met à la production. Et l'histoire nous montre clairement que la majorité des projets gouvernementaux, et ça c'est pas seulement au Congo, mais partout dans le monde, sont souvent mal gérés et coûtent beaucoup plus que ce que le secteur privé peut livrer à un coût inférieur et même plus rapidement. Donc la menace présentement, c'est notre stratégie pour le secteur agricole. Ça veut dire que nous voulons absolument compter sur l'extérieur. Nous voulons absolument sauter les préliminaires pour que quelqu'un vienne nous donner un projet clé en main. Ça veut dire qu'on va en Israël, on va contracter une compagnie qui va venir, cette compagnie va installer les serres, cette compagnie va installer les systèmes d'irrigation, cette compagnie va amener les semences. Même faire une partie du financement, c'est une clé à main. Et on va voir dans 2, 3 ans, 4 ans, même si le projet était supposé transmettre la technologie ou les savoirs, mais en réalité, quand le projet s'arrête, la majorité ou tous les partenaires et les employés qui étaient sur ce projet n'ont rien appris. Je pense que c'est parce qu'on n'a pas développé la connaissance, on n'a pas transmis l'intelligence d'une manière naturelle. Ça veut dire par l'éducation, par l'accompagnement, en partant de où le secteur agricole se trouve présentement et où est-ce que ça peut être dans 5 ans, 6 ans, 10 ans, même 30 ans. Donc souvent, nos projets sont faits pour avoir des résultats d'impact visible immédiatement. Mais pourtant, pour arriver à avoir ces résultats d'impact visible, on doit couper toute la base agricole. On doit couper les paysans, on doit couper les entrepreneurs agricoles. On doit dire, nous-mêmes, nous allons faire le projet, nous allons mettre du maïs sur le marché et voilà, boum, on a un impact visible. Mais ce n'est pas quelque chose qui est durable. Si on veut vraiment développer le secteur agricole, nous devons commencer à la base avec l'accompagnement des paysans, avec le renforcement des capacités des entrepreneurs agricoles existants, avec un plan de fonds de garantie pour les entrepreneurs agricoles qui va faciliter le financement de ces entreprises-là. Et ce sont ces entreprises-là qui vont créer la fondation, le socle solide pour développer notre économie au niveau du secteur agricole.
Et si le secteur agricole se développe, en général, c'est le pays qui va être sur la bonne voie pour pouvoir tenir tête aux problèmes qui nous arrivent au niveau alimentaire d'ici 2050, comme nous allons doubler la population du pays. OK. Merci Harry Ben, hein. Merci. Je pense qu'on a suivi la grande partie de la vidéo de Patrick Mulumba. Elle est de toute façon, on peut la suivre intégralement sur les réseaux sociaux du Magritte BYP. Donc, si vous allez sur YouTube, Marché agricole de la RDC, vous allez suivre les différentes vidéos. La vidéo de Maître Timothée, la vidéo de Patrick Mulumba et même la vidéo de l'intervenant de tout à l'heure qui est Uri Goldman. Uri, je ne te vois pas, tu es avec nous? Oui, oui, je suis là. Ah, voilà. Uri, je pense que je t'ai présenté en introduction, mais voilà, tu peux le refaire parce qu'il y a des retardataires et voilà, Patrick, comment dirais-je, vous ne vous connaissez pas avec Patrick et Patrick a donné ses points de vue, ses avis sur l'expertise étrangère, ainsi de suite. Et il se fait que toi, tu es un Israélien qui connaît la RDC, qui a travaillé dans le Katanga, dans le Kasaï oriental, à Kinshasa. Donc voilà, c'est de ce point de vue-là, de cette perspective-là que nous avons sollicité ton opinion sur le sujet. Donc voilà, tu as la parole. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Je vous remercie. Je voudrais d'abord vous dire Shabbat Shalom parce que nous sommes vendredi soir en Israël et c'est donc le Shabbat et je vous souhaite à tous un Shabbat de paix et également un week-end de paix avec votre famille, que vous soyez en sécurité. Voilà. Merci, Uri. Je me suis présenté dans le webinaire d'hier, mais je vais le refaire brièvement. Peut-être que certaines personnes n'étaient pas là hier. Donc, je m'appelle Uri Goldman, j'habite à Tel Aviv en Israël et je suis depuis environ une dizaine d'années en Afrique, notamment au Nigeria et en RDC. Je viens du secteur agricole, je suis moi-même un agriculteur, comme Serge l'a dit. Les années que j'ai fait au kibbutz ici en Israël ont été une école pour moi. J'ai étudié l'agriculture au kibbutz, j'ai réalisé un rêve d'enfant. Donc, l'agriculture chez moi était vraiment dès le plus jeune âge. Et j'ai gravi les échelons. Donc, j'ai commencé en arrivant là-bas comme plouc pour monter les systèmes d'irrigation. Et puis, au fur et à mesure de mon apprentissage, j'ai commencé à monter les systèmes d'irrigation, puis à faire monter les systèmes d'irrigation, les vérifier, etc., jusqu'à devenir responsable des opérations pour environ 430 hectares de blé, 25 hectares de patates douces et 25 hectares d'arachides. Ce sont les cultures qu'on faisait à ce moment-là, en tout cas celles duquel mon département était responsable. Après une courte période, après le kibbutz, une courte période, j'ai dirigé une exploitation avec des serres qui fabriquaient de la menthe, du persil, du coriandre, enfin toutes les herbes aromatiques et également des poivrons chili, donc le piri-piri qu'on peut trouver dans le Katanga. Voilà, donc ça, c'est pour vous expliquer que ce que je vais faire maintenant, la vingtaine de minutes pendant lesquelles je vais vous exposer les forces et les faiblesses de l'agriculture congolaise, eh bien, c'est le résultat d'un travail de terrain et ce n'est pas des choses que je suis allé chercher dans Wikipédia ou sur Google. Voilà. Donc, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, l'intitulé est le secteur agricole en RDC, ses forces et ses faiblesses, ses opportunités et les menaces qui pèsent sur celui-ci. Je vous propose de découper le sujet en deux parties et j'y adjoindrai dans les dernières minutes une synthèse que j'ai faite, encore une fois en fonction des 15 années d'agriculture que j'ai derrière moi. Et ça peut éventuellement servir
capital de départ pour initier des réflexions et pour voir comment dans notre exploitation on peut arriver à implémenter certaines de ces remarques pour en faire une exploitation qui est plus profitable. Comme on va commencer du bon pied, on va commencer avec une note positive. On va passer en revue les forces du secteur agricole en RDC. J'en ai relevé principalement 3. Et on va les appeler les 3 bénédictions parce que c'est vraiment, on peut à proprement parler de bénédictions. Le premier, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas spécialement d'ordre dans lequel je les ai classés parce qu'ils sont, pour moi, ils ont tous les 3, ils sont équivalents tous les 3, ils ont tous les 3 la même importance. La première, remettons le citoyen à l'honneur. Le citoyen congolais a l'agriculture dans les gènes. L'agriculture fait partie de l'ADN du Congolais. Et Dieu m'en est témoin, je connais énormément de personnes, j'ai rencontré énormément de personnes, que ce soit au Congo ou ailleurs. Et au Congo, je ne m'en rappelle pas de beaucoup qui ne m'aient pas parlé de leur ferme. Donc, c'est toujours une ferme qu'on a eue ou une ferme qu'on va avoir, une ferme qu'on a, qu'on exploite. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Le Congolais, il a l'agriculture à l'intérieur de lui. Et ça, je pense que ça s'explique par les générations passées. En Afrique, à la place de courir après une voiture et une villa, etc., ben, on peut éventuellement courir plus après la possession de son champ, être maître de ce qu'on mange et de ce qu'on fait pousser. De surcroît, quand vous habitez au village, et j'ai eu l'occasion d'habiter dans des zones quand même fort reculées, ben, quand vous êtes au village, il n'y a pas non plus d'autres activités. Et ça, c'est depuis quand même pas mal de temps. C'est la raison pour laquelle je pense que l'agriculture est devenue une composante essentielle, sociologique et culturelle. La deuxième bénédiction du Congo, c'est que les terrains sont disponibles en quantité pratiquement illimitée. Il y a vraisemblablement dans votre entourage un voisin, un chef coutumier, un père, une mère, un oncle qui peut vous aider à lopin de terre si vous avez vraiment envie de devenir un agriculteur, de sauter le pas. Il y a certainement un des membres de votre famille qui peut vous prêter, qui peut vous céder ou qui peut vous offrir peut-être un dixième d'hectare, un demi-hectare, 0,3 hectares. Il faut se rendre compte, on parle souvent d'hectares, de 5 hectares, 50 hectares. Moi, je mets n'importe qui ici au défi de faire 5 hectares de tomates d'un coup. Hein. Donc, ceux qui veulent commencer, ils peuvent déjà commencer par un quart d'hectare, un demi-hectare. C'est déjà une très, très belle performance d'arriver à la fin de la culture. On parle donc de la bénédiction qui est l'absence de limitation en fait, dans les terrains. Je sais que Maître Mukeng a parlé de la difficulté, du manque du cadre légal, mais pour être proche d'une personne qui s'occupe de cette activité à Kinshasa, les terrains sont achetables. Il suffit de bien étudier où on va acheter le terrain, de se prémunir de personnes avec qui on travaille, de vérifier les documents, éventuellement de les faire enregistrer après au cadastre. Ce qui est vrai coûte assez bien d'argent. La troisième bénédiction, on ne pouvait pas passer à côté de celle-là parce que dans mon pays, c'est un problème, c'est un facteur limitant pour les cultures. Eh bien, au Congo, on a la chance d'avoir des saisons des pluies extrêmement généreuses et certaines provinces ont d'ailleurs 2 saisons des pluies, une petite et une grande. Et pour vous donner un ordre d'idée, je ne sais pas combien il tombe au Congo. Il doit tomber dans les 1800 dans les 1800 à 2000 mm par an quand il y a 2 saisons de pluie. En Israël, il y a certaines régions où j'ai travaillé, notamment dans le désert, où il tombe par an 120 mm. Donc 120 mm, c'est l'équivalent d'une grosse pluie à Kinshasa. Voilà. C'est donc la troisième bénédiction. J'ai donc synthétisé ces 3 points positifs. L'agriculture est une composante essentielle du Congo. 2, les terrains en abondance. Et 3, l'eau en abondance. Alors, ça ramène sans transition à vous présenter les faiblesses. N'y voyez aucune, je ne veux choquer personne, n'y voyez aucun mauvais esprit. Mais j'estime que quand on voit la réalité en face, ben au moins, puisqu'on sait où on veut aller, on a autant de savoir d'où on part. Alors, étant l'heureux mari d'une femme katangaise, je lui ai donc demandé son avis. Je lui ai présenté les quelques minutes où j'avais parlé et je lui ai demandé s'il manquait quelque chose. Elle m'a dit qu'effectivement, dans les
point négatif, il y avait deux choses que j'avais oubliées, et donc par honneur pour elles, je vais les citer en premier. Je cite ces mots. Les ouvriers sont kishabubishi. Les équipes sont très difficiles à gérer et à suivre les instructions. Et deux, le manque d'irrigation. Voilà, ça, c'est la synthèse de ma femme, quelqu'un qui a connu l'agriculture avec moi depuis 2014 au Congo. Elle habite et au Congo et à Tel Aviv. Donc voilà, ça, c'est le feedback d'une Congolaise pour les Congolais. Ensuite, plutôt que de prendre des éléments isolés, je préfère diviser en catégories parce qu'il y a des choses qui sont relativement faciles à régler et il y a d'autres problèmes qui sont systémiques et qui demandent pratiquement de changer la voie simplement la manière de travailler. Alors, premièrement, commençons par la partie la plus difficile. Il s'agit de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, comme vous le savez, et ça va m'amener, j'ai envie en fait, vous présenter deux points parce qu'ils sont assez intimement liés et ils ont ils ont une influence l'un sur l'autre. Je voudrais d'abord commencer par le point numéro 3, à la place du numéro 2. Au Congo, j'entends souvent, tout le monde est agriculteur, il y a 8 agriculteurs sur 10. Eh bien, en tout cas, de ce que j'ai remarqué, il n'y a pas 8 agriculteurs sur 10. Il y a 6 personnes sur 10 qui crèvent de faim et qui n'ont pas d'autre choix que de faire l'agriculture comme ils le peuvent, parce qu'ils sont comme nous tous des parents et ils ont envie que leurs enfants et eux aient à manger pour l'année. Donc, c'est une agriculture, je n'appelle pas ça une agriculture de subsistance, j'appelle ça une agriculture de survie. Et donc, ces gens ne sont pas des agriculteurs. Par contre, sur 10 personnes, il y en a 2 qui ne seront jamais agriculteurs parce qu'ils sont médecins. C'est le mauvais exemple puisqu'on a un médecin et un avocat ici qui sont convertis à l'agriculture. Mais imaginons que vous ayez étudié pour être ingénieur dans l'aérospatiale, ben, ça m'étonnerait que vous ayez des affinités avec l'agriculture et même le temps de le devenir. Donc, statistiquement, on peut vraiment prendre 10. Il y en a 2 qui ne feront jamais. Il y en a 6 qui sont décrits comme agriculteurs, mais qui ne le sont pas vraiment. Ils font ça parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. S'ils pouvaient être directeurs de banque, et ben demain, ils sortiraient de cette catégorie et ils iraient travailler ailleurs. Mais par contre, il y a 2 personnes sur 10. Je dirais entre 1 et 2 personnes sur 10. Attention, il faut voir ça sur le total de la population active. Et là, on ne prend pas la population active qui habite seulement dans les grandes villes. Et non, on prend vraiment hommes, femmes confondus, zone urbaine, zone citadine. Donc, à ce moment-là, on a ce que j'estime, et par expérience, entre 1 et 2 personnes qui sont réellement ce sont réellement des agriculteurs. Ça veut dire, je suis le premier exemple auquel je pense, mais je me suis destiné à l'agriculture par amour du travail de la terre. C'est un choix. J'aurais pu faire beaucoup d'autres choses, mais c'est vers la terre que je me suis tourné. Eh bien, je pense qu'il y a entre 1 et 2 personnes sur 10 qui ont ce même amour de la terre et cet amour de faire pousser des choses, de nourrir les autres grâce à leurs efforts et à leur science, puisqu'il faut bien dire, un agriculteur prospère, c'est quelqu'un qui est intelligent. Il peut même commencer bête et devenir intelligent s'il arrive à se rappeler de ses expériences. Je ne vous donne pas d'exemple, mais de nouveau, je n'ai pas très loin à aller chercher pour penser à quelqu'un. Je vais vous parler bien sûr de moi. Si vous êtes capable, j'ai remarqué que si vous êtes capable d'intégrer la nature de vos échecs et de ne pas recommencer la saison prochaine, ben vous progressez chaque année comme agriculteur. Je voudrais donc, et c'est un point à part entière, c'est un désavantage, je voudrais qu'on fasse donc dorénavant une différence entre agriculture de subsistance, agriculture de survie et agriculture parce que vous avez choisi cette profession et que vous êtes vous avez vous-même les capacités de devenir un agriculteur. Revenons donc au point numéro 2, ce qui concerne le personnel. Eh bien, il faut bien vous dire que dans les 6 qui sont pour l'agriculture de survie ou de subsistance, eh bien, ces gens doivent également chercher un travail à côté, fut-il pour rassembler un petit capital pour pouvoir faire le champ de cette année. Et donc, forcément, si vous faites l'agriculture de subsistance, vous dites que vous allez pouvoir aller travailler dans une exploitation agricole. Le problème, c'est que, fort de vos convictions, et puisque vous faites comme ça chez vous et que vous estimez que ça marche d'avoir 1 tonne par hectare, si chez vous c'est suffisant, le problème c'est que
Quand vous avez une entreprise, qu'elle soit une entreprise nationale ou qu'elle soit une entreprise qui est la propriété d'expatriés, eh ben, vous ne pouvez pas, c'est interdit, de mettre en pratique vos méthodes parce que vous pensez qu'elles sont meilleures que celles du patron. Donc, du patron, ou en tout cas de l'ingénieur agronome qui définit les règles qui sont d'application dans la ferme. Je pense, je ne dois pas aller chercher bien loin. Hein. Encore une fois, je vous parle, ce sont des choses que je vois, que j'ai vécues, voilà. Vous utilisez des semences de chez Sitco, je ne fais pas de pub pour eux, mais bon, moi, c'est ce que j'ai utilisé à Lubumbashi. Vous prenez des semences de chez Sitco, si vous mettez 3 semences dans le même trou, eh ben, vous avez plutôt la chance de ne rien avoir que d'avoir, comme eux le pensent, une tige de maïs qui va sortir. Pourquoi? Ben, simplement parce que dans les semences que ces personnes sont habituées à utiliser, eh ben, il y a peut-être un taux de réussite de 30%. Or, quand vous achetez des semences de Sitco, vous avez certainement un taux de réussite qui est proche de 90 ou de 95%. OK? Donc, comment dire, à technologie égale, théorie égale. Ça, c'est un problème. Alors, ensuite vient le problème du vol. Bon, je ne gagne pas assez. Il faut reconnaître ici qu'il y a vraiment des gens qui exagèrent. Moi, je vois des choses régulièrement avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Vous ne donnez pas 50 ou 60 dollars à un papa pour vous occuper de l'arrosage de votre ferme, même si votre ferme est petite, hein, vous ne pouvez pas payer. Il faut garder les pieds sur terre. Encore une fois, moi, je pense toujours que le type qui vient travailler dans la ferme de X ou de Y, il préférerait être directeur de banque sur l'avenue du 30 juin. Hein. Donc, je trouve qu'il y a il y a vraiment des mesures à garder, et ces mesures, elles doivent être un bon équilibre entre l'effort qu'on demande à la personne et ce qu'il va ramener chez lui pour faire manger sa famille. Donc, ce que je veux arriver à dire, c'est que on peut comprendre éventuellement que les personnes volent parce qu'il manque, mais on ne peut pas les excuser et ce n'est pas une pratique qui peut être d'application au sein de la ferme. Ce n'est pas à l'ouvrier, enfin, je ne connais aucune entreprise manufacturière ou industrielle ou d'autre type que ce soit, où l'ouvrier décide ce que d'après une estimation de ce qui fait que le patron va gagner, lui se sert dans la caisse avant pour être sûr que son salaire c'est totalement inadmissible. Donc, il faut bien reconnaître que c'est un des problèmes majeurs. C'est le personnel. Alors, il y a également, je peux vous parler du sabotage, je peux vous parler du vol de l'engrais, je peux vous parler de cette erreur qui est faite en mettant 3 semences quand les consignes sont d'en mettre une, des parties de champs qui ne sont pas correctement, où l'engrais n'est pas correctement répandu. Donc, à certains endroits, on est obligé d'en mettre plus, puisqu'à la fin de la ligne, il faut bien arriver avec un seau qui est vide. Vous courez le risque de porter atteinte à la récolte, que ce soit quand ça va pousser ou quand vous allez continuer de distribuer des intrants à des portions de terrain dont vous pensez qu'il va avoir une culture et qu'en fait, il n'y en aura jamais à la suite d'une erreur humaine. Il y a aussi l'erreur humaine, mais ça, on le sait depuis toujours que l'erreur est humaine. Mais il y a des choses sur lesquelles l'erreur doit quand même être, la marge d'erreur doit quand même rester très faible. Hein. Ici, en Israël, quand vous faites 430 hectares de blé, et que vous devez semer, si vous faites une erreur d'étalonnage de 10%, eh bien, premièrement, vous allez avoir, enfin, l'agriculture est aujourd'hui étudiée, vous savez, à 10-15 kilos près, quel est ce que votre sol peut donner en termes de semences. Hein, je parle de 10-15 kilos près en semences à l'hectare. Vous arrivez avec des marges d'erreur qui doivent être très faible parce que vous ne pouvez pas vous permettre de trop semer ni de ne pas assez semer. Parce qu'encore une fois, si vous n'avez pas assez semé, vous allez utiliser tout le potentiel des intrants, de l'irrigation, des machines, de la moissonneuse. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va du début jusqu'à la fin et qui va venir grever votre bénéfice. Alors, je ne veux pas m'éterniser. Je vous avais donc dit que j'allais travailler par secteur plutôt que par des exemples, mais ces exemples étaient là parce que je voulais créer un pont avec vous qui sont très peu scrupuleux et qui vous vendent de la contrefaçon. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement... Premièrement, il est extrêmement difficile de se battre contre la contrefaçon parce que forcément, tout agriculteur intelligent, quand il paye des semences 80 dollars ou 90 dollars le sachet, il se doute que si on lui vend pour 25 dollars, il y a un problème. Alors, donc la contrefaçon, c'est une des choses aussi contre lesquelles il est très difficile de se prémunir. Heureusement, il y a des entreprises qui viennent maintenant et qui sont fiables, qui travaillent avec une marque.
Ensuite, je voulais arriver à une des réflexions de mon épouse. C'est aussi très important, c'est le manque d'irrigation. Alors, encore une fois, vous payez la personne le prix que vous la payez, mais on a eu hier un intervenant dans le webinaire qui nous demandait de réaliser la pénibilité du travail. Et j'ai tellement aimé le mot, parce que vous savez tous comme moi que le papa que vous payez, je vais dire, même s'il est bien payé, la rivière est toujours loin, il fait toujours 35 degrés avec 70% d'humidité et la tâche, elle est pénible. Elle est excessivement pénible. Malheureusement, si vos plantes n'ont pas été arrosées correctement, eh bien, et notamment dans les arbres fruitiers, le potentiel de production de la plante est réduit. Pour un arbre fruitier, ça peut aller jusqu'à 60%. Donc, ça veut dire que si vos orangers n'ont pas été irrigués correctement, eh bien, votre arbre qui avait un potentiel de 100 kg par an pendant 8 ans ne vous en donnera désormais plus qu'au pire 40 kg. Donc, vous voyez, vous comprenez maintenant quand je vous dis que c'est quelque chose de capital. Donc, forcément, alors, ça m'amène sans transition au point suivant qui est la faible généralisation des techniques modernes. J'entends par là l'irrigation, j'entends par là les tracteurs, les pulvérisateurs. Ici en Israël, il y a certains pulvérisateurs qui font soit des 25 ou des 50 mètres. Donc, vraiment, donc, toutes ces choses ne sont pas encore utilisées. Et si elles le sont, elles ont été achetées à prix d'or. Je me rappelle une fois au Katanga, un de mes clients qui a acheté un semoir pour maïs à 16 000 euros. Alors que quand vous voyez ce semoir au maïs, il a été fabriqué en Afrique du Sud. Je vais dire, honnêtement, on pourrait faire un reverse engineering et fabriquer exactement le même dans un atelier de soudure à Kinshasa. Moi, je peux vous le dire, j'appelle un chat un chat. Il y a des choses que c'est ridicule. C'est ridicule. Une machine qu'on paye 16 000 euros qui en coûte, si on la construisait au Congo, 4 000, même si elle était vendue 8 000, elle serait quand même encore à la moitié du prix, hein, les amis. Donc, moi, je trouve que dans les faiblesses, il y a ce manque de techniques modernes. Voilà. Et je vais en reparler dans la synthèse, mais les techniques modernes qui me paraissent être primordiales, c'est l'irrigation et la mécanisation pour une certaine partie des opérations. Si vous me permettez, je vais quand même regarder si j'ai abordé. Ah, effectivement. Je voudrais vous ajouter deux points qui me paraissent aussi très importants. Il m'est arrivé de tomber sur des gens qui étaient des techniciens extraordinaires, qui étaient des patrons agriculteurs extra, ça veut dire qui réussissaient leur mission. Ils faisaient pousser des très belles salades, des oignons, des tomates, tout ce que vous pouvez des okras, tout ce que vous pouvez imaginer. Et la ferme n'est pas. Premièrement, il y a un manque d'organisation et un manque de prévoyance parce que ce n'est pas un problème que la ferme soit sur la route Kasenga à 90 km. Il n'y a pas de problème. Mais vous devez être certain que lorsque votre récolte va être prête, vous devez être certain que, ou bien de vous assurer que, ou bien vous êtes véhiculé, ou bien la personne avec qui vous avez conclu à faire et à qui vous avez convenu de vendre, vous devez être certain qu'elle est OK pour se déplacer jusqu'à la ferme. Donc, il y a comme ça des problèmes, mais ça, ce sont des choses qui peuvent être très facilement réglées. Comme le disait le collègue de chez Logix dans son document, effectivement, il y a des formations qui peuvent être données. J'espère qu'on aura l'occasion de dispenser des formations avec Bilang Ayabetu, et ce sont vraiment des cours de base. Je me rappelle qu'au Nigeria, j'avais des classes et j'ai parfois enseigné aux gens comment on pouvait calculer une densité à l'hectare. Et c'est quelque chose de... Moi, si je peux apprendre ça à des gens qui ne le savent pas, j'ai fait ma journée. Je rentre chez moi, je suis satisfait parce que ça, c'est effectivement quelque chose que vous gardez pour le restant de vos jours. Je vous demande pas de faire 150 hectares avec la technique que je viens de vous expliquer. Je vous dis que si vous faites un hectare, vous pouvez éventuellement réserver 500 mètres carrés pour voir si ce que je vous ai raconté fonctionne. Voilà. Laissez-moi terminer la trop longue liste des faiblesses. On n'utilise pas encore suffisamment le système KMS, donc le système kilomètre seconde.
son utilisation n'est encore que trop rare et ça ne donne malheureusement pas la possibilité de calculer de manière valable, avec des données concrètes et valables, le retour sur investissement. Ça veut dire que la personne sait combien elle a mis dans son champ, mais après que la récolte ait été négociée, après que les ouvriers se soient servis, je n'ai pas le temps de m'arrêter sur ce détail, mais ce sont des choses qui existent. Donc, il y a pratiquement parfois du racket. Les ouvriers ont été payés, et puis le jour de la récolte, les ouvriers vous disent qu'il faut un sac, deux sacs, trois sacs. Voilà. Donc ça, on ne peut pas non plus continuer comme ça, mais le système KMS, je sais que le méca est venu avec le début du monde, quand on parle du méca dans la Bible, mais malheureusement, on est obligé de passer à un système plus conventionnel que des mécas, des seaux et des sacs, des gros sacs comporte à deux. Ça, encore une fois, il faut voir la réalité en face. On ne peut pas continuer comme ça. Et donc, maintenant, on va ouvrir, je vais peut-être discuter comment prendre des questions maintenant, si Serge estime que c'est mieux. Et sinon, on continuera sur le deuxième chapitre. Oui, Uri, je voudrais préciser que ta vidéo aussi, tu as fait une vidéo, je crois, de 22 minutes. Donc, elle est déjà en ligne. Je vais demander, en fait, je vais peut-être à Riben ou moi-même, hein, donc allons partager le lien. Donc, tu as développé beaucoup plus, tu as donné beaucoup plus de détails. Donc, on pourra la suivre à notre guise. Et là, on peut récolter des questions. Le débat est ouvert. C'est vrai que c'est très intéressant. Vous avez chacun très enrichissant dans la mesure où vous avez abordé différents aspects. Et donc, c'est ça qui fait la beauté de la présentation du webinaire. Donc, je demanderai, comme d'habitude, aux intervenants aux participants qui posent des questions, voilà, d'être précis, d'être concis, parce qu'on n'a pas finalement beaucoup de temps, donc on devra arrêter à l'heure. Donc, s'il y a des interventions en termes de questions d'abord, on va prendre les questions et puis les commentaires seront les bienvenus. Donc, je souhaite que ceux qui ont des questions, ils peuvent écrire dans le chat, ils peuvent écrire leurs questions dans les chats, on prendra soin de les lire. Ou encore, merci. Voilà, donc Harry Ben vient de partager dans le chat le lien de ta vidéo, Uri Goldman. Oui. Donc, voilà, les participants peuvent demander la parole et on va la leur accorder, mais ceux qui préfèrent écrire dans le chat, voilà, ils sont les bienvenus. Est-ce que je voudrais survoler les deux points, puisque dans la vidéo, il y a un des deux points que je me contente d'aborder très superficiellement, et je voudrais parler des opportunités. Pendant que les questions sont rédigées ou sont en gestation, je voudrais parler des opportunités et des menaces qui pèsent sur ce fameux secteur agricole. Parce que je ne voudrais pas laisser une image de récolte de choses négatives sans voir vers quel horizon on a. Oui, s'il te plaît. Voilà, donc brièvement, tu peux aborder, oui. Voilà. Donc, de nouveau, ici, je vous propose de commencer sur une note positive qui sont les opportunités. Et les opportunités sont au nombre de 3. Et je vais d'ailleurs en rajouter une 4e. Alors, premièrement, par le biais de certaines entreprises, dont la mienne, les technologies modernes commencent à être disponibilisées au Congo pour à des tarifs plus intéressants. Il y a par exemple, mon entreprise va fabriquer prochainement des serres avec des matières premières qui vont venir du Congo et qui seront montées par des équipes congolaises, donc avec une formation qualifiante. Et donc, on va fabriquer congolais et on va créer de l'emploi au Congo. On va aussi éviter les frais de douane, mais on va surtout rendre plus accessible au niveau du prix l'investissement d'une serre qui est jusque maintenant un investissement conséquent. Et bien, on va démocratiser ça. Donc, c'est la première opportunité qu'il y a pour le moment en RDC, c'est la disponibilité croissante des techniques modernes.
la deuxième, j'y reviens très brièvement, c'est ce qu'on avait relevé dans les forces. Les terrains sont disponibles en quantité pratiquement illimitée et ça vaut bien entendu pour une entreprise étrangère qui voudrait venir s'installer et travailler sur des grands espaces. Eh bien, je suis persuadé que cette entreprise ne se heurterait pas à trop de difficultés pour localiser un espace et pour obtenir le droit de l'utiliser. Donc, en travaillant avec les gouvernements provinciaux ou que sais-je. Voilà. La troisième opportunité, et elle n'est pas des moindres, et c'est pratiquement là-dessus que je vais clôturer. Je parlais de l'importance de l'utilisation du système KMS. Eh bien, avant hier, j'étais ravi de participer au webinaire où l'OCC participait, et je vois que j'ai bien l'impression que très près, très proche d'avoir la capacité de fabriquer des produits et de les transformer en République démocratique du Congo et de les exporter dans un avenir proche, j'espère, vers Israël. Après avoir entendu cette émission avec l'OCC, je vais m'atteler à définir quelles sont les conditions d'entrée des produits en Israël pour faire pas une mise au point, pour en informer l'OCC afin que les fabricants et les transformateurs congolais puissent fabriquer aussi pour le marché israélien. Je vous disais que c'était très important. Pourquoi? Parce que j'ai envoyé cet après-midi des photos. J'étais dans un magasin et j'ai envoyé des photos à mon camarade Serge. Et on a découvert aujourd'hui on vend 20 grammes d'ananas séchés pour 2,78 $. OK, donc ça peut vous donner une idée de quand je place l'exportation dans les opportunités du secteur agricole, ben, vous voyez que c'est effectivement une opportunité de taille. Alors, et pour clôturer, je vois déjà les détracteurs qui voient d'un mauvais œil l'exportation. Eh bien, premièrement, écoutez, il y a marché entre 80 et 100 millions de personnes en République démocratique du Congo. Donc, que vous soyez un agriculteur et que vous soyez un fervent défenseur du marché intérieur, eh bien, vous n'avez qu'à vendre sur le marché intérieur. Par contre, personne ne pourra vous empêcher de vendre sur le marché de l'exportation si vous encaissez 4 $ le kilo à la place de 2 $ le kilo. Donc, je pense que le marché va se faire de lui-même. Ok, J'ai merci. terminé avec mon intervention. C'est ce que chaque chose que je vous ai dite me paraissait être importante et digne d'être signalée pour éventuellement, par la suite, faire un groupe de discussion ou bien avec Bilanga et Abetou qui vont eux-mêmes travailler comme vous l'avez fait avec les organismes parastataux et établir un dialogue qui pourra nous mener, je l'espère, à un business agricole profitable. Ok, merci Uri Goldman pour ton intervention. Bon, ce soir, tu es le seul à être présent parmi les intervenants. On a projeté d'autres vidéos. Donc, il y a quelques commentaires dans le chat. Il y a quelqu'un qui se dit sidéré de voir que dans tout un village d'agriculteurs qu'il n'y ait pas d'école agricole, par exemple. Donc, ça, c'est pour il fait allusion au challenge, au défi de la formation. Donc, autrement dit, si nous disons agriculture, priorité de priorité, si nous disons que nous sommes un pays à vocation agricole, nous devrions avoir les plus grandes écoles agricoles du monde. Donc, c'est une réaction, c'est un commentaire. Je pense que quelqu'un d'autre a aussi posé la question. Voilà. Uri Goldman, justement, il y a quelques jours, tu as organisé une réunion à ce sujet. Comment s'inspirer du modèle de kibbutz pour remodeler le système coopératif congolais? Peut-être que pendant que tu es là, tu peux partager le lien de cette réunion-là parce on va terminer dans un quart d'heure. Si tu commences à en parler, je connais ta passion et donc ça va être difficile de t'arrêter. Mais veuille bien partager le lien dans le chat. Alors, quelqu'un d'autre a demandé, bon, jusque-là, je suis en train de lire des questions dans le chat parce je ne vois pas de demande de parole. S'il y en a, manifestez-vous, s'il vous plaît.
quelqu'un d'autre qui dit, voilà, vous avez parlé du manque de technologie agricole moderne au Congo. Alors, que faudrait-il faire justement pour y arriver? Question, s'il vous plaît. Okay. Qui demande la parole? On ne voit pas, s'il vous plaît. Je pense, je ne vois pas de main levée et je n'entends pas, je ne vois pas non plus. Je n'identifie pas la personne qui, voilà. C'est Augustin Ngombo. C'est Augustin? Harry Ben, est-ce qu'on pourrait autoriser Augustin? On pourrait donner la parole à Augustin. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Pardon, Voilà, j'allais poser la question. Oui, allez-y. Bonjour. C'est Béni, oui. Oui, je disais, ouais, exactement. J'ai judicieusement suivi M. Uri, mais au sujet de deux questions principalement, lorsqu'il a parlé des calculs de densité et aussi sur les formations qu'il sont données par Bilanga Yabetu. Alors, je veux savoir, est-ce que c'est déjà possible que l'on puisse bénéficier de ces formations-là, soit en ligne, ou on doit devoir attendre que Bilanga Yabetu puisse organiser les formations que M. Uri pourrait dispenser sur l'agriculture, bien sûr. Allô? Est-ce que je suis entendu? Oui, on a compris votre question. Bon, de toute façon, le MAGRIC, le marché agricole Bilanga Yabetu, vous le voyez, voilà, donc je disais, vous le voyez bien, le marché agricole Bilanga Yabetu, c'est aussi des discussions enrichissantes, intéressantes, des webinaires, des formations. Donc, il n'y a pas qu'un marché, ce sont des ateliers pratiques, des animations techniques. Vous allez le voir, on a pris beaucoup d'images, par exemple, sur l'apiculture, la pisciculture, les élevages domestiques, les cultures familiales. Vous allez voir tout ça sur les réseaux sociaux du marché agricole Bilanga Yabetu. Donc, les formations, nous allons continuer dans le même esprit. Logix est dans la formation, c'est notre partenaire. Victoire Farms avec Uri Goldman, ce sont des partenaires de Bilanga Yabetu. Aujourd'hui, il est possible, voilà, grâce à la technologie, de pouvoir organiser des formations en ligne à distance. Donc, ça va être possible. Retenez aussi que nous faisons une synthèse de tous ces webinaires. On ne les organise pas justement pour les mettre en ligne et nous arrêter là. Donc, nous nous concentrons sur les recommandations, sur la demande aussi des participants. Donc là, vous vous posez une question précise. Voilà pourquoi nous insistons sur la précision des questions. Quand les questions sont précises, il nous est facile d'identifier les besoins, les demandes des participants. Et justement, c'est dans cette direction-là que des nouvelles actions doivent être envisagées, soit des formations, soit des ateliers. Voilà, ne vous inquiétez pas pour ça. La demande est notée. Donc, il suffit d'en formuler et elle sera prise en compte. OK. Oui. Y a-t-il une autre question? Uri, je ne sais pas si tu as pu partager le lien de l'expérience du kibbutz, hein? La discussion de la fois dernière, justement, c'était ça cadrait avec une adaptation du modèle kibbutz en RDC, donc un kibbutz à la congolaise. J'ai eu une petite souci technique avec le chat, je l'avais envoyé
à Béni en message privé. Je viens de le mettre sur le chat Ok, global. Donc, il suffit de cliquer sur le lien et d'arriver directement à l'émission sur le Kibbutz. et merci beaucoup, hein. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient donner, des participants qui voudraient donner leurs avis sur la question? On a suivi, mais est-ce que quelqu'un aimerait ajouter ou revenir, insister sur quelque chose ou encore quelqu'un aurait une objection? Donc, c'est une discussion qui est ouverte parmi les participants. S'il y a quelqu'un qui souhaiterait prendre la parole, voilà, vous êtes le bien ou la bienvenue. Sinon, je vais remonter à une question du chat. Merci, je suis toujours intéressé à l'agriculture et je voudrais avoir plus de connaissances pour m'investir, si bien que ce n'est pas mon domaine. Donc, ça, Uri Goldman, il y a encore une demande de te coordonner. Donc, je préfère que tu les écrives directement. Très bien. Merci Patrick pour la présentation. Le plaidoyer est vivement souhaité pour améliorer certaines conditions que vous venez de partager. Je vois Jean-Pierre Saïdi demander la parole. Jean-Pierre Saïdi a demandé la parole. Est-ce qu'on peut activer son micro et Ariben, pouvons-nous activer le micro de Jean-Pierre Saïdi? Il pourra directement poser la question. Merci beaucoup. Jean-Pierre, bonsoir, allez-y. Bonsoir. En fait, je suis vraiment intéressé par cette réunion de ce soir. Je vois qu'il est quand même assez important qu'on ait des discussions pareilles, mais je pense aussi qu'il serait intéressant de pouvoir des fois inviter aussi les représentants du pouvoir public à participer à ce genre de discussions. Qu'est-ce que vous en pensez, Serge? OK. De toute façon, Jean-Pierre, Oui. le marché agricole Bilanga-Bétou, nous le préparons depuis 6 mois. Le programme, les informations nécessaires ont été transmises au service ou au ministère concerné. Okay. Donc, que ce soit le ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Développement rural, Environnement, Industrie, voilà, certains ministères ont été réactifs, ils ont réagi par écrit, nous ont invités, on a échangé. Donc, ce que nous faisons est connu des autorités. Donc, les webinaires, oui, nous les partageons justement. Bon, heureusement, il y a quelques jours, je ne sais pas si vous avez été sur le webinaire de l'OCC, il y avait un représentant du ministère de l'Agriculture. En fait, il ne représentait pas officiellement, mais c'est c'est un agent, un fonctionnaire du ministère de l'Agriculture et il est intervenu, il a donné, son intervention était pertinente. Donc, c'est ouvert à tout le monde, c'est ouvert. Nous avons reçu avant-hier l'OCC, hier c'était la NAPI, l'Agence nationale pour la promotion des investissements, et vous avez participé, vous avez posé des questions sur le dit webinaire. Donc, vous voyez, il y a eu des échanges. Donc, nous sommes ouverts, les échanges, les débats, les discussions sont publics. Bon, pourquoi tout le monde ne participe pas? C'est un problème d'agenda, c'est un problème d'horaire, peut-être. Mais nous prenons en compte. Nous prenons en compte les institutions publiques parce qu'il faut engager un dialogue. Et comme je le disais il y a 2 jours, il y a une volonté de faire.
parlant de l'agro-transformation, la femme congolaise est dynamique, elle est ingénieuse. Nous l'avons vu sur le marché agricole Bilanga Betu. Beaucoup de produits, vraiment la volonté, la bonne foi de faire quelque chose. Mais tant que l'on ne dialogue pas avec les services compétents, tant que l'on vit avec la peur de la tracasserie, la peur des services de l'État, des pouvoirs publics, et l'on reste dans l'informel, ça va être difficile. On va tourner en rond. Ouais. Donc, au travers du marché agricole Bilanga Betu, nous avons justement voulu initier ce dialogue-là. Voilà, nous sommes des agriculteurs, nous sommes des agro-transformateurs. Nous voulons absolument nous formaliser, nous voulons certifier nos produits. Nous avons pris langue avec l'ANAPI, langue avec l'OCC, avec d'autres institutions aussi. Donc, c'est vraiment l'esprit de cette démarche. Parfait. Et je pense que la discussion devait aussi aller... bon, c'est vrai que vous venez de dire que c'est assez ouvert, aussi du côté des milieux financiers, parce que quand on regarde aussi de ce côté-là, il n'y a pas beaucoup de banques qui sont assez disposées aussi à accompagner les secteurs agricoles. Oui, c'est vrai. Jean-Pierre, je vais essayer de... comment dirais-je? Avant, bon, on est arrivé à la fin, mais de toute façon, nous avons reçu dans le cadre des préparatifs du MAGRIC, du marché agricole, nous avons reçu Equity BCDC, qui est un des partenaires officiels du MAGRIC, justement pour nous entretenir sur la question des financements agricoles. Je pense que aller sur YouTube marché agricole de la RDC, donc c'est ça le canal, la chaîne YouTube du MAGRIC BYB, remonter, il y a un webinaire sur les financements, les financements agricoles. Donc, Equity BCDC a partagé son approche. OK, bon, quelle est la réalité sur le terrain? Comment les gens réagissent à ça? Ça, il y va de l'expérience de tout un chacun de nous. Mais voilà, on a tout de même eu un webinaire à ces sujets-là. D'accord, merci. Pardon, quelqu'un a demandé la parole. Hein. J'ai vu une demande de parole de la part de Serge Kikoufi. Serge Kikoufi, vous voulez toujours prendre la parole? Vous avez baissé la main. Serge Kikoufi, oui. Harry Ben, est-ce qu'on peut accorder la parole à Serge Kikoufi? Oui, oui. Ok. Donc, on va activer le micro de Serge Kikoufi pour lui permettre de poser sa question ou de partager son commentaire. Non, son micro est toujours éteint, il ne saura pas parler. Allô? OK. Oui, merci. Bonsoir, Serge. Bonsoir, docteur. Bonsoir à tout le monde. Merci de m'avoir accordé la parole. Au fait, une partie de ma préoccupation a trouvé sa réponse par rapport à la dernière intervention. Mais comme disait le dernier intervenant, je suis profane dans la matière. Et en tant que profane, j'ai entendu beaucoup de choses. On a relevé les forces, les faiblesses, mais je n'ai pas vraiment senti des explications sur les opportunités. C'est-à-dire, moi qui ne suis pas agriculteur, moi qui ai fait suivi une autre discipline, qu'est-ce qui peut aujourd'hui, si je voudrais m'investir dans l'agriculture, qu'est-ce qui peut me pousser vers l'agriculture? Et surtout qu'avec l'intervention de M. Goldman qui explique que
les voisins, ceux qui sont déjà autour de nous, ont développé plus des secteurs que nous, ce qui fait que lorsque nous voulons nous engager, nous serons obligés de vendre un peu plus cher. Donc, ce qui décrit déjà un handicap nous concernant. Alors, par rapport à cette réalité-là, qu'est-ce qui peut nous encourager, nous de la RDC, qui avons suivi un autre cursus que tout ce qui est lié à la terre, agronomie et autres, pour pouvoir embrasser le secteur agricole et pouvoir évoluer aisément. Merci. Ok, merci Serge pour ta question pertinente. Donc, autrement dit, voilà, Uri Goldman, pardon, voilà, les opportunités. Les opportunités, je crois que les deux vidéos, y compris toi-même, vous avez parlé des opportunités, mais vous risquez de laisser les gens comment, dans une peur où les gens se disent il y a beaucoup plus de challenges, il y a beaucoup plus de faiblesses et de menaces que d'opportunités. Donc, voilà, Exactement. Serge Kikoufi est un professionnel et qu'est-ce qui pourrait, en termes d'opportunités, véritablement susciter son intérêt? Donc, pour toi qui est un connaisseur du secteur agricole en RDC. Alors, Serge, merci pour la question. Premièrement, je ne sais pas si vous êtes de la diaspora ou si vous habitez en RDC, mais c'est un acte patriotique. Au Congo, d'accord. Je suis à Kinshasa, au Congo, oui. D'accord, parfait. Alors, premièrement, c'est un acte patriotique. Chaque Congolais qui commence une ferme contribue à résorber la crise alimentaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a également une racine patriotique parce que vous avez créé de l'emploi. La troisième chose, je voudrais revenir quand même sur le fait qu'être entrepreneur, c'est entreprendre. À toute entreprise, il y a un risque qui est inhérent à cette entreprise. Et les gens qui ne veulent pas prendre ce risque achètent, enfin, il y a des produits qui sont faits pour eux, les obligations, les conseils financiers. Donc, à partir du moment où vous prenez le risque d'entreprendre, eh bien, votre capital est à risque. Je ne sais pas quel est votre état de fortune, mais si je devais aujourd'hui me lancer dans l'agriculture en ayant une caisse espèce raisonnable, ça veut dire au-delà de 50 000 $, eh bien, je m'orienterais plutôt vers un produit qui est destiné à l'exportation, ce qui me permettrait de créer de l'emploi parce que je veux exporter un produit fini et pas une matière première. Je ne veux pas exporter des tomates, je veux exporter je vous dis ce que j'ai vu tout à l'heure, un sachet de 20 grammes de tranches de bananes pour 2,78 $. J'ai vu ça au magasin tout près de chez moi. Les bananes ou les mangues qui viennent de la Côte d'Ivoire peuvent demain venir de la RDC. Rien ne l'empêche. Rien ne l'empêche. Il faut mettre en concordance en tant qu'importateur en Israël, je dois savoir exactement quelles sont les obligations légales à respecter. Et l'OCC, à ce moment-là, n'a qu'à intégrer ça. Et tout celui qui veut exporter passe par l'OCC. Il lui est délivré une certification de conformité aux normes et il n'y a aucune raison que le produit ne rentre pas, que ce soit en Israël, aux USA ou ailleurs. Et donc, quand vous demandez, je viens d'un domaine qui est étranger à l'agriculture, qu'est-ce que je pourrais faire? Eh bien, la première chose que je vous dirais, c'est chercher quelque chose qui vous parle, parce qu'il y a des gens à qui l'agriculture ne parle pas. Si néanmoins l'agriculture vous parle, alors vous devez identifier un secteur qui vous plaît. Est-ce que c'est peut-être les agrumes? Est-ce que c'est peut-être la culture maraîchère? Est-ce que c'est peut-être les fruits dans l'espoir d'avoir une usine de transformation? Les jus, hein, c'est en vogue. Il y a quelque chose qui est devenu viral avec une entrepreneur au Mali. Ou est-ce que c'est par exemple les fruits secs qui demandent certainement un investissement très faible? Je parlerai aussi au niveau des investissements qui sont possibles, je peux vous dire qu'il y aura dans les prochaines années une demande importante pour le substrat. Quand les pépinières vont commencer à arriver, ce qui est aussi un projet pour mon entreprise pour Kinshasa. Ça veut dire qu'il y aura des demandes de tourbe. C'est tout simplement pas rentable à importer. Et donc, le marché intérieur va être en forte demande.
Donc, il y a effectivement des secteurs sur lesquels vous pouvez vous baser, mais vous devez d'abord et avant tout déterminer si vous voulez être un agriculteur, ça veut dire une petite partie de terrain que vous faites ou bien dans la parcelle ou bien dans un champ, ou si vous voulez être un opérateur économique agricole, qui est déjà... ce sont deux métiers différents. Ce sont deux métiers différents. Et malheureusement, le manufacturier a besoin d'un capital de départ plus conséquent qu'une ferme traditionnelle. J'espère que j'ai répondu à votre... OK. Merci, Uri Goldman. Je me demande si Serge Kikoufi, est-ce que vous avez commencé le webinaire? Donc, il y a 2 vidéos que nous avons projetées de Maître Timothée et de Patrick Moulumba qui revenaient aussi sur la question des opportunités. Donc, de toute façon, si quelqu'un a été en retard, il va y avoir un replay et toutes ces vidéos sont en ligne. Donc, si vous allez sur YouTube, vous allez les retrouver. Je suis obligé de conclure. Ça a été très intéressant. Merci à vous tous d'avoir participé. Nous allons essayer de maintenir justement cet esprit d'échange qui nous enrichit tous, qui nous édifie tous, et n'est pas rester éventuellement dans la théorie, mais exploiter aussi le côté pratique du Maghreb. Donc, toutes ces recommandations, on a passé une semaine en présentiel et puis une semaine en ligne, une semaine de virtuel. Donc, il y a beaucoup de nouvelles choses apprises, il y a beaucoup de leçons tirées, il y a beaucoup d'expériences partagées. Donc, il nous faudrait capitaliser tout ça de telle sorte qu'à la 2e édition du Maghreb BYP, que nous revenions avec de nouvelles expériences, avec de nouvelles histoires. Donc, qu'on ne revienne pas sur le même refrain. Donc, merci à vous tous et donc, passez une excellente soirée. À très bientôt. Merci. 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 Merci, merci. En tout cas, c'est gentil à vous. Plaisir. Vraiment, j'ai beaucoup aimé soirée. C'est vraiment magnifique. Je vais d'ailleurs directement me rendre sur le lien. On va danser le long du golfe clair à des reflets d'argent. La mer à des reflets mais au fond, avec la mer, bergère d'azur, et des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, et regarde blanc, et ces maisons entières. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer qu'on va danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été, au fond des blancs moutons, avec les anges, la mer, bergère d'azur,
Voyez, j'ai des étangs, des grands rosiers. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisonniers. La mer, elle est bercée le long des golfes clairs. Bercer mon cœur pour la vie. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea,